moins de 3 semaines, les armées alliées sont balayées. La France n'a quasiment plus d'armée. L'Alsace et la Lorraine sont réintégrées au Reich. Quant au reste du territoire, il est divisé en 2 zones. L'une libre, l'autre occupée. Le 1er août 1940, Werner Best arrive dans un Paris qui vit désormais à l'heure allemande. Nommé au poste de chef de l'administration de guerre, Best prend ses quartiers à l'hôtel Majestic. Il note dans son journal: avait-elle sonné cette heure de la revanche dont j'avais rêvé durant toute une jeunesse empoisonnée par la France? Les rôles se sont inversés. En tant que jeune homme, il a dû supporter l'occupation française, l'occupant français même à la maison, à Mayence, et maintenant il fait partie de ceux qui exercent un pouvoir sur la France et les Français. Et il va tout de suite commencer à réaliser ses projets concernant donc la désagrégation de la France en soutenant les minorités et notamment les nationalistes bretons. L'heure de la revanche a aussi sonné pour De Beauvais et Mordrel. En traversant l'Hexagone, ils ont croisé les colonnes de réfugiés, hagards. Ils ont vu les débris d'une armée réputée invincible, balayée, humiliée. Pour eux, l'heure de la Bretagne allait enfin sonner. Le 3 juillet 1940, à Pontivy, les dirigeants nationalistes De Beauvais, Mordrel, Guiès et Célestin Lenné ont rendez-vous avec l'histoire. Devant une centaine de militants réunis, De Beauvais déclare: Bretons, notre heure est venue. La France, qui a voulu cette guerre, est écrasée. Son territoire est envahi. La Bretagne n'a pas mérité de partager le sort misérable des vaincus. Sauvons la Bretagne du désastre en la proclamant séparée de la France. Cette déclaration n'eut aucun écho. La voix de François de Beauvais s'était perdue dans le fracas des salves des canons de la Royal Navy. L'attaque de Mers-el-Kébir causa 1380 morts. Parmi eux, de nombreux marins bretons. Le 3 juillet 1940 était un jour de douleur et d'unité nationale. Ce n'était pas le bon jour pour proclamer l'indépendance de la Bretagne. Mers-el-Kébir, nom désormais couvert de deuil. Nom écrit avec le sang de nos marins et qui marquera dans l'histoire la fidélité de la France à la parole donnée. L'activisme des nationalistes bretons commença à inquiéter sérieusement le gouvernement de Vichy. C'est que depuis le 14 juillet 1940, les autorités d'occupation avaient autorisé et encouragé la parution de l'hebdomadaire L'Heure bretonne. Le journal du Parti nationaliste breton tirait à boulet rouge sur tout ce qui ressemblait de près ou de loin à l'État français. « 15 juillet 1940, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dans son rapport à l'ambassadeur de Vichy dans les territoires occupés, note: l'importante et délicate question du régionalisme breton fera l'objet d'une conversation que je me propose d'avoir avec vous à Paris dès que vous voudrez bien me convoquer. Le 17 juillet, le président de la Cour d'appel de Rennes alerte les autorités de Vichy. Votre attention doit être appelée sur le développement du mouvement autonomiste breton dont le succès aurait pour résultat de bouleverser les prévisions en matière administrative, économique
et sociale. Sur la question bretonne, Hitler s'était montré prudent. Mais il avait bien conscience que la perspective d'une indépendance de la Bretagne demeurait un formidable moyen de pression sur Vichy. Aussi, De Beauvais et Mordrel n'eurent guère de mal à convaincre Werner Best de faciliter le retour des prisonniers bretons. Les dirigeants nationalistes pensaient recruter facilement les premières forces armées de leur gouvernement en devenir. « 600 volontaires quittèrent leur stalag pour un retour au pays. Mais hélas, la joie du retour et la chaleur des retrouvailles calmèrent bien vite les ardeurs des nouveaux convertis. Plus de la moitié rentrèrent directement à la maison. Le recrutement de la future armée bretonne était un échec cuisant. L'échec interpelle Werner Best. Aussi, courant septembre 1940, Best se rend en Bretagne pour juger lui-même de la situation. Les Bretons se méfiaient peut-être de l'État français, mais un bon nombre d'entre eux restaient viscéralement attachés à leur curé, leur clocher. Et contre la foi, Best savait hélas qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. L'évêque de Quimper, Monseigneur Duparc, fit lire, en français, dans chaque paroisse du Finistère, la proclamation suivante. Nous mettons en garde le clergé et les fidèles de notre diocèse contre une campagne de séparatisme breton qu'organisent en ce moment des hommes déjà condamnés par les tribunaux français. 4 siècles d'histoire nationale commune ont intimement resserré nos liens de cœur avec la France. Nous ne la trahirons pas à l'heure de sa douloureuse épreuve. Jamais Breton ne fit trahison. Monseigneur Duparc condamne nettement les positions séparatistes du PNB. Il est favorable au régime de Vichy et il est maréchaliste. Donc ces prises de position ont sans doute aussi accentué dans les milieux catholiques les réactions à l'égard de ce mouvement breton. Par ailleurs, d'autres forces politiques de culture républicaine, des radicaux, des socialistes, des communistes qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement, naturellement, puisque les partis sont interdits, vont combattre ces séparatistes bretons. Et on le voit bien à travers l'essor de la résistance, puisqu'à plusieurs reprises, les locaux des partis collaborationnistes et du PNB, les leaders ou les militants connus de ce mouvement sont des cibles, deviennent des cibles de la résistance. Dans la zone libre, les propos de Monseigneur Duparc mirent un peu de baume au cœur du chef de l'État français. Le problème breton était un minuscule caillou dans la botte du maréchal, mais il faisait mal. Ce séparatisme bruyant, sous protection nazie, était un véritable pied de nez à son autorité et au prestige de son gouvernement. Plus gênant, il jetait un peu trop de doute sur cette France que le maréchal prétendait redresser. Le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain s'adresse aux Français. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles.
dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Montoire, c'est un tournant. Au mois d'octobre 1940, lorsque Pétain rencontre Hitler et se déclare prêt à entrer dans la collaboration, le terme est employé, c'est un tournant aussi pour les nationalistes bretons, parce que Pétain précise qu'il entre dans la voie de la collaboration, notamment pour défendre l'unité française, une unité qui est vieille de 10 siècles. À ce moment-là, évidemment, Mordrel, par exemple, comprend que certaines illusions de l'été 40, c'est fini. Du coup, le mouvement breton est moins intéressant, sauf pour certains cercles parisiens, et pour Werner Best en particulier. Le mouvement breton est moins intéressant pour l'occupant. Il va toutefois utiliser ces Bretons pour faire pression sur Vichy. Et assez régulièrement, alors que le PNB mène une propagande anti-française, quelques militants sont arrêtés. C'est le cas par exemple à Lannion en 1941. Les Allemands vont faire libérer ces militants. C'est donc pour eux un moyen de pression sur le régime de Vichy et sur les autorités françaises en Bretagne. Dès le lendemain de la rencontre Pétain-Hitler, entre 11h et 11h30, les auditeurs des 5 départements bretons entendent dire quelque chose de bien différent. Une radio en langue bretonne et française était née. Allô, attention, vous êtes prêts ? Chantez! Dausdin Beadu da Jomeni Nuski Golbel et Hanvean Keran Blave Chouzo. Rennes-Bretagne s'est installée au cœur de la capitale bretonne. Dès son lancement, la radio dispose de moyens financiers conséquents. Suffisants en tout cas pour engager orchestre symphonique, groupes vocaux, troupes de théâtre, animateurs en langue bretonne et française. La radio fait travailler plus d'une centaine de personnes. À sa tête, Werner Best a fait nommer un linguiste, spécialiste des langues celtiques, Leo Weisgerber. La fonction officielle de Leo Weisgerber au sein de Radio Bretagne est celle de Sonderführer, c'est-à-dire directeur spécial à la tête de la radio. Il aura concrètement pour mission de censurer les émissions, en tout cas de contrôler le contenu de ces émissions pour qu'elles se cantonnent au domaine culturel et ne débordent pas sur le domaine politique. Il aura, et les deux sont liés, également le rôle de maintenir un équilibre entre les aspirations du Reich, les aspirations du mouvement breton et les aspirations de Vichy. C'est pour cela qu'il ne faut pas déborder sur le domaine politique. Et par ailleurs, il a une mission de recrutement et donc recrutement de personnes qui vont intervenir ponctuellement pour telle émission, d'autres plus régulièrement, et principalement le recrutement d'un secrétaire pour ces émissions bretonnes en juillet 41 qui sera Ropar-Sémon. Ropar-Sémon, dans l'entre-deux-guerres, pendant la guerre, Ropar-Sémon est une personnalité incontournable du mouvement nationaliste. Pourquoi ? Il est le fondateur avec Olivier Mordrel en 1925 de la revue Gwalarn, revue littéraire nationaliste. Il est le créateur, il rédige de nombreux ouvrages en breton, il crée des pièces, il crée des ouvrages, il a une activité lexicographique, lexicologique, mais également idéologique. Il a écrit de nombreux articles en breton, idéologiques, qui ont pour objectif de justifier le combat pour la langue et pour la Bretagne et de présenter le programme idéologique qui doit être celui du mouvement nationaliste. Aymon va être nommé au poste de directeur des programmes en langue bretonne. Travailler pour l'occupant ne le dérange guère. Qu'importe le flacon.